Madame, monsieur, bonsoir. Au menu de questions éco ce soir, les banques. Le rôle que jouent celles-ci lors d'une crise comme celle du Covid-19 n'est plus à démontrer. Les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire sont palpables aujourd'hui. Les établissements bancaires jouent un rôle fondamental dans l'impact qu'aura cette crise sur l'économie réelle. De leur attitude dépendra largement à la reprise économique ou la récession potentielle. Le cadre juridique bancaire est tout aussi central puisqu'il protège des chocs externes, certes, mais peut aussi freiner l'expansion d'outils de financement nécessaires en période de manque de liquidité. Alors pour tout comprendre au droit bancaire marocain, nous recevons ce soir le co-auteur de l'essai Droit bancaire et financier marocain, maître Alain Gauvin. Bienvenue à tous. Mais avant d'établir le contact avec mon invité, je vous laisse avec Ala Benani qui plante le décor sur les données à retenir du système bancaire marocain. Prépondérant dans l'économie, le système bancaire marocain a connu une évolution importante. La loi bancaire fait une distinction entre deux familles d'établissements de crédit, d'une part les banques et d'autre part les sociétés de financement. Pour ce qui est des banques, elles se divisent en trois catégories. Les établissements bancaires à caractère public ou semi-public qui sont créés initialement par l'État pour remplir des missions spécifiques en matière de financement. Les banques privées qui sont au nombre de 10 et ont pratiquement toute une participation étrangère dans leur capital. Et les banques offshore dont l'activité est tournée essentiellement vers les non-résidents. La deuxième composante des établissements de crédit est représentée par les sociétés de financement qui sont classées par métier, à savoir les sociétés de crédit à la consommation, les sociétés de crédit immobilier, les sociétés de gestion de moyens de paiement, les sociétés de cautionnement, les sociétés de crédit bail et les sociétés d'affacturage. Par ailleurs, qui dit système bancaire dit Banque al-Maghreb, cette dernière occupe une place cruciale sur la place financière marocaine. Pour renforcer son autorité sur le système financier, la Banque centrale a renforcé son indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. Elle s'est également retirée de toutes les banques dans lesquelles elle détenait des participations. La nouvelle loi bancaire de 2006 a conféré à Banque al-Maghreb un ensemble de missions, dont principalement exercer le privilège d'émission, veiller à la stabilité de la monnaie et de sa convertibilité, s'assurer du bon fonctionnement du système bancaire et établir les statistiques sur la monnaie et le crédit. Pour ce qui est de l'organisation du secteur, on trouve les autorités de tutelle et de contrôle, composées de Banque al-Maghreb et du ministère des Finances, les organes de consultation et de représentation, composés du Conseil national du crédit et de l'épargne, le comité des établissements de crédit et la commission de discipline des établissements de crédit, et enfin les organes de coordination. En vertu de l'article 25 de la loi bancaire, tout établissement est tenu d'adhérer à une association professionnelle. Les banques et les banques offshore doivent intégrer le groupement professionnel des banques du Maroc. Les sociétés de financement sont tenues d'adhérer à l'association professionnelle des sociétés de financement. En chiffres, le nombre d'agences bancaires s'établit à 6539 en 2019, avec seulement 36 agences additionnelles en un an, dont 33 ayant été ouvertes par les banques participatives. Pour sa part, le réseau des banques conventionnelles est demeuré quasiment stable, bien loin des 300 ouvertures d'agences annuelles qui ont caractérisé la fin des années 2000. Cela dit, le continent africain représente une véritable composante stratégique dans l'activité des banques marocaines, avec une contribution de près de 30% à leur résultat annuel. D'après les analystes, les banques marocaines en Afrique sont rentables, mais sous-capitalisées. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Paris maître Alain Gauvin, avocat associé au cabinet Assafo & Co. Bonsoir maître Gauvin. Bonsoir madame. Donc vous êtes avocat au barreau de Paris, associé donc au cabinet panafricain Assafo & Co, consultant de la Banque mondiale, auteur, conférencier. Vous avez également enseigné à l'Université de droit Paris 2 et à l'Université internationale de Rabat et co-signé avec Kautar Raji-Briand, avocate à Casablanca, un essai droit bancaire et financier marocain paru aux éditions Revue Banque. Donc pourquoi un ouvrage dédié au droit bancaire marocain, maître Gauvin? Alors pourquoi cet ouvrage? Pour au moins deux raisons. D'abord, au Maroc, on ne peut pas dire qu'on croule sous la doctrine. Et pourtant, nous avons d'éminents professeurs de droit, et j'en profite pour rendre hommage à trois d'entre eux. Le professeur Hassan Ouazani Shahadi, qui est quand même membre de la Commission de droit international des Nations Unies,
le professeur Mohamed El Mernissi qui vient de publier un traité sur le droit commercial au Maroc, et puis le professeur Asdine Ketani. En dépit de la présence d'éminents professeurs de droit, il y a une absence de tradition, de publication doctrinale, et le seul ouvrage de droit bancaire que nous ayons identifié est un ouvrage de 2010 qui a été écrit par le professeur Martin et qui de surcroît n'est pas consacré uniquement au droit bancaire, mais expose le droit commercial et le droit bancaire marocain. Donc il nous a semblé utile de publier ce petit livre de droit bancaire qui n'est que le préambule, ou plutôt le livre 1 d'un livre 2 qui va être publié plus tard sur le droit financier. La deuxième raison concerne le secteur bancaire marocain et sa singularité. Il s'agit sans doute de l'un des secteurs les plus performants en Afrique, composé d'acteurs conquérants, dynamiques, les banques marocaines, dynamiques à la fois en Afrique et à l'extérieur, en Europe, sous l'égide d'une autorité, la Banque centrale, Banque Al-Maghrib, dont l'autorité est reconnue sur le plan international. Et c'est un secteur aussi, troisième spécificité, qui fait cohabiter trois grandes catégories de banques, les banques conventionnelles, les banques classiques, les banques participatives, et puis les banques dites offshore qui permettent l'accompagnement des entreprises marocaines, mais également des entreprises étrangères à l'international. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout va très bien dans le meilleur des mondes bancaires possibles au Maroc, mais en tout cas, voilà un secteur bancaire singulier de très bonne tenue, de bonne qualité, qui méritait qu'on lui consacre un ouvrage. Alors, justement, dans la préface de cet ouvrage, l'ancien patron du Fonds monétaire international du FMI, Dominique Strauss-Kahn, a mis le doigt sur un point bien essentiel dans la perception du système bancaire. Pensez-vous que cette conception du système bancaire tel que, comme le dit d'ailleurs Dominique Strauss-Kahn, responsable de défaillance d'économie, eh bien, cette conception, pensez-vous qu'elle soit bien fondée ? Le fait que les banques soient un facteur de fiabilisation de l'économie ? Ou qu'elle soit perçue, en tout cas, comme étant à l'origine, parfois, de défaillance d'économie. Cette perception qu'on a de la banque. Oui, non, mais les banques sont au centre de l'économie, tout simplement parce que, pour une raison essentielle et j'allais dire trivialement très basique, c'est que le commerce, les relations commerciales d'une façon générale, même les relations économiques, pour aller au-delà des relations commerciales, s'opèrent par voie d'argent. Or, ce sont les banques, avec maintenant les établissements de paiement, mais bien sûr les banques qui sont au cœur du dispositif de la négociation de la monnaie et de la réalisation des transactions, du paiement des transactions. Par conséquent, les banques étant au cœur du système économique, forcément, lorsqu'elles sont défaillantes, c'est le système économique tout entier qui peut en souffrir. Donc, dans cette mesure-là, en effet, l'observation est pertinente. Alors, il y a une autre introduction, celle de l'ancien directeur de la direction de la supervision bancaire de Banque Al-Maghrib, Hassan Ben Halima, qui pointe, lui, les avancées législatives qui ont permis au Maroc de disposer d'un système bancaire moderne et résilient. Et pour le citer, près de 47 ans se sont écoulés entre l'adoption de la première loi bancaire et la dernière. Un commentaire, Maître Gauvin. Oui, alors entre 47 ans certes entre la première loi bancaire et celle de 2014, avec la loi de 2006 qui a été relevée par votre collègue, et en effet, cette loi bancaire a introduit des nouveautés essentielles, je le disais, les banques participatives, les établissements de paiement et de monnaie électronique, les services d'investissement, qui sont une notion de droit communautaire, droit européen, introduit dans la loi bancaire, et puis par exemple la réforme de la législation sur le secret bancaire qui jusqu'à présent pouvait être une entrave à l'exercice plein et entier par les banques de leur activité. Et pensez-vous que la réglementation d'échange pourrait constituer un obstacle à l'attractivité, à la compétitivité de la place bancaire et financière marocaine ?
Je n'en suis pas si sûr. Alors, d'abord, sur le principe, la réglementation des changes procède de la souveraineté d'un État et je n'ai pas à la commenter. Il existe une réglementation des changes au Maroc qui est relativement flexible, et quand je dis relativement, je devrais dire qui est flexible. L'existence même de cette réglementation des changes me paraît pertinente. En revanche, ce que l'on pourrait sans doute améliorer, c'est l'assise sur laquelle l'Office des changes repose son pouvoir. Cela a été relevé notamment par la Cour des comptes en 2011. L'Office des changes dispose ou utilise ou s'arroge un pouvoir de nature réglementaire qui pourrait être susceptible de fragiliser les dispositions qu'il adopte. Si l'Office des changes s'arroge un pouvoir réglementaire, ça a pour conséquence qu'il adopte des dispositions d'application générale, et ces dispositions d'application générale pourraient être remises en cause. Jusqu'à présent, ça n'est pas le cas. Il faut remonter, je crois, à 1968 pour avoir une décision qui a contesté le pouvoir réglementaire de l'Office des changes. Mais dans le cadre de l'ambition du Maroc de devenir une place financière internationale, le seul fait qu'une autorité telle que l'Office des changes n'ait pas une assise fiable sur le plan juridique à l'un de ses pouvoirs est tout de même une anomalie qui devrait être corrigée. Le précédent directeur de l'Office des changes, M. Jawad Hamri, avait cette ambition. Une proposition ou un projet de loi en ce sens était à l'étude. Je crois savoir que le directeur de l'Office des changes, M. Boulek-Nadal, actuel, a cette ambition aussi d'asseoir le pouvoir réglementaire de l'Office des changes, et il me semble qu'il s'agit là d'une donnée essentielle pour accroître l'ambition ou fiabiliser ou asseoir l'ambition du Royaume à devenir une place bancaire et financière internationale. Et pour asseoir aussi cette fiabilité financière, il y a des instruments financiers. Alors justement, on voudrait également évoquer avec vous ce corpus réglementaire des instruments financiers et notamment à terme, de gré à gré. Quel serait l'impact de cette situation sur l'ouverture financière en sachant que bien, la chambre de compensation qui couvre le risque de paiement entre vendeurs et acheteurs pour la compensation n'existe pas au Maroc? Alors là, on sort du secteur bancaire, même si les banques, évidemment, sont des intervenants primordiaux sur les opérations de gré à gré, sur les contrats à terme, pour aller dans le secteur du droit financier. L'absence de loi relative aux opérations à terme de gré à gré est une anomalie. C'est une anomalie parce que les banques marocaines traitent, et pas seulement les banques marocaines, les grandes institutions marocaines ont besoin de ces instruments pour se couvrir, et s'agissant des banques marocaines, pour couvrir également leur clientèle, lorsque cette clientèle et lorsque ces banques marocaines agissent sur le plan international, qu'il s'agisse de se protéger contre le risque de change, le risque de taux, ou d'ailleurs d'autres risques d'une autre nature, tels que le risque de crédit. Depuis au moins 20 ans, on agit par voie de circulaire à la fois de l'Office des changes et de la Banque centrale, ce qui est une très bonne chose, mais il faut que le législateur prenne ses responsabilités et adopte une loi qui soit de nature à fiabiliser les opérations de terme de gré à gré. Pour être tout à fait franc, le fait qu'on ait donné la priorité au marché à terme réglementé des instruments financiers ne me semble pas opportun. D'ailleurs, cette loi a été adoptée et le marché réglementé à terme n'existe toujours pas pour des raisons techniques et notamment de chambres de compensation, comme vous le disiez. Et puis, quand bien même les raisons techniques existeraient, je ne suis pas certain, mais là, ça n'est que mon avis, qu'il y ait opportunité
à créer un marché à terme réglementé de nature à accueillir un grand nombre d'opérations. En revanche, le besoin immédiat, et depuis au moins 20 ans, et besoin qui est aujourd'hui, qui existe toujours d'actualité, est un cadre juridique qui permettent de fiabiliser les opérations à terme de gré à gré, par exemple au regard du droit des faillites marocains, en matière de compensation des opérations de gré à gré, qui permettrait aux banques marocaines et aux entreprises marocaines de traiter leurs opérations avec les banques étrangères à moindre coût. Parce que lorsque une réglementation n'est pas au niveau auquel elle devrait être, alors on peut penser qu'il s'agit d'une question purement théorique, en revanche, les conséquences concrètes existent. Si une réglementation de nature à fiabiliser les opérations n'existe pas, ça emporte deux conséquences. La première, c'est que certaines banques étrangères refusent de contracter avec les opérateurs marocains, première conséquence. Et la deuxième conséquence, c'est lorsqu'elles acceptent de contracter avec des banques marocaines ou des opérateurs marocains, forcément, les opérations sont beaucoup plus chères, puisqu'il faut que ces banques étrangères se prémunissent, se préservent contre des risques que la réglementation marocaine ne régit pas. Très bien. Est-ce que la jurisprudence plutôt et le système bancaire font bon ménage, selon vous, Maître Gauvin ? Oui, je pense qu'elles font bon ménage. Alors, à ma connaissance, les juges n'ont pas été saisis. Si on reste sur le terrain des opérations à terme de gré à gré, des contrats financiers à terme, je n'ai pas connaissance de jurisprudence marocaine en la matière. D'ailleurs, la plupart des opérations contractées à l'international par les banques marocaines sont des opérations soumises au droit anglais. Je ne pense pas... La question de savoir s'il y a une bonne connaissance par les juges de ce type d'opération est une question à laquelle il n'y a pas de réponse, puisque, à ma connaissance, les juges n'ont pas eu à trancher de litige relatif à ces opérations. Alors, aujourd'hui, nous sommes en temps de crise mondiale. On parle bien sûr du rôle de la banque à financer cette relance économique, financement bien sûr des entreprises, mais aussi des particuliers pendant cette crise. Quel impact, Maître Gauvin, sur la solvabilité d'abord du client et puis aussi de la banque ? Oui, alors, si on rétropédale un peu, si on regarde ce qui s'est passé, d'abord, la Banque centrale, Banque Al-Maghrib, a satisfait toutes les demandes des banques en matière de soutien à l'économie. Premier point, et les banques marocaines ont été présentes, ont répondu présent lorsqu'il s'est agi de soutenir l'économie. Donc de ce point de vue, je crois que le travail a été fait, sachant aussi que les agences et les banques de développement ont également apporté leur soutien au secteur bancaire et aux autorités marocaines. La question est une question beaucoup plus... est une question qui existait déjà avant cette crise sanitaire et que cette crise sanitaire met en exergue. Elle concerne le taux de créances en souffrance dans le bilan des banques. Et ce taux ne devrait pas se réduire avec la crise sanitaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc il faudrait trouver une façon pour permettre aux banques de se refinancer, de refinancer ces créances en souffrance. La Banque centrale, Banque Al-Maghrib, est en train de prendre des dispositions réglementaires de nature à avoir une classification qui fiabilise le secteur bancaire, mais par exemple, on devrait pouvoir avoir recours de manière beaucoup plus importante à la titrisation, à des outils tels que la titrisation par exemple. Le Maroc, depuis quelques années, dispose d'une loi en matière de titrisation qui est sans doute l'une des plus performantes au monde. Et cette loi est aujourd'hui orpheline. Elle est très peu utilisée, pas autant que les besoins existent. Il y a beaucoup de besoins de refinancement et de réassurance de risque qui pourraient faire l'objet de titrisation. Simplement, le marché de la titrisation n'existe pas encore au Maroc, en dépit de cette loi très performante.
Vous avez parlé de la finance participative. Selon vous, pourquoi justement cet outil ou ce moyen de financement ne prend pas réellement au Maroc? C'est compliqué. D'abord, premier point, l'introduction de la banque participative au Maroc a tout de même été très bien gérée. Souvenez-vous, et c'est d'ailleurs ce que dit l'un des préfaciers du petit ouvrage, ce que l'on craignait au moment où la question s'est posée de l'introduction de la banque participative au Maroc, ce que l'on craignait, selon les termes même employés par le préfacier, c'est un tsunami de la banque participative en provenance du Moyen-Orient au Maroc. Or, il faut le dire, le sujet a été bien maîtrisé, bien encadré par la Banque centrale, puisque il me semble, à ma connaissance, qu'une quinzaine de dossiers avaient été déposés pour la création de ce type de banque, et 5 licences ont été accordées, et elles l'ont été lorsqu'il s'agissait de banques étrangères, lorsque ces banques ont conclu une convention, un partenariat avec les banques marocaines pour la création de banques participatives au Maroc. Alors, pourquoi le sujet ne prend pas plus? Pourquoi la banque participative ne prospère pas plus? D'abord, la première banque participative a vu son agrément donné en 2017. Les débuts sont certes poussifs, mais il me semble bien qu'en termes de financement, la progression de 2017 à 2018 a été une progression, et même à 2019, une progression substantielle du financement accordé par les banques participatives. Le nombre de comptes bancaires a doublé d'une année sur l'autre, alors c'est vrai qu'on partait de très loin. Peut-être bien que la banque participative présente un coût en termes de services un peu plus élevé que la banque conventionnelle. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles la banque participative ne se développe pas plus. La deuxième raison est peut-être de nature beaucoup plus contextuelle, plus macro. Pour que les banques participatives prospèrent, peut-être faudrait-il créer, alors pour reprendre un terme à la mode, un écosystème avec une capacité des banques participatives de recourir au financement et au refinancement participatif de manière beaucoup plus aisée, créer aussi une assurance participative de façon à ce que l'on ait un véritable secteur participatif avec à la fois des banques, du financement et du refinancement de marché et de l'assurance. On va terminer peut-être aussi, n'est-ce pas, cette interview par cette expansion, mais à l'international des groupes bancaires marocains. Il n'y a pas que l'Afrique, puisque tout récemment, avec la Chine aussi, BOA vient de signer un mémorandum d'entente avec un fonds chinois, et donc pour des investissements en Afrique. Selon vous, ces ambitions des grands groupes bancaires marocains présents en Afrique seraient aujourd'hui salvatrice en temps de crise, notamment avec ce que l'on est en train de financer en termes de relance, mais aussi d'entreprise. Est-ce que vous pensez que ça sera, en tout cas, ça va aider ces banques à éponger, j'ai envie de dire, les pertes et aussi tous les risques encourus ici au Maroc? Oui, pas seulement éponger les pertes, c'est un relais de croissance important. N'oublions pas aussi que les banques marocaines accompagnent les Marocains résidant à l'étranger, et pas seulement. Depuis que les banques marocaines se sont développées en Afrique par l'acquisition de banques, notamment des groupes français, les banques marocaines participent à la bancarisation des populations, pas seulement marocaines, mais également africaines, des deux côtés de la Méditerranée, à la fois en Europe et en Afrique. Premier point. Deuxième point, il ne faut pas oublier non plus que par cette conquête à l'international, les banques marocaines maintiennent et accroissent dans le meilleur des cas les transferts depuis l'Europe vers le Maroc et vers les pays d'Afrique, transferts qui sont une ressource importante
On l'a vu pendant la crise du Covid, au moment où les investissements directs étrangers ont tendance à chuter, au moment où l'aide publique au développement a tendance également à chuter parce que les pays développés ont également des soucis à gérer, des soucis domestiques. Par conséquent, le rôle des banques marocaines est crucial, pas pour uniquement mettre des rustines sur les trous et les reboucher, mais il s'agit d'une véritable stratégie de conquête et de développement de leur activité et d'enrichissement des pays là où elles agissent, en particulier là où elles sont présentes en Afrique. Merci beaucoup. Merci, Maître Alain Gauvin, co-auteur, avocat associé au cabinet Azaf & Co et co-auteur de l'essai droit bancaire et financier marocain, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je vous en prie, merci madame. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée à tous.